L'année 1944 sera celle de la délivrance. Délivrance d'une occupation éprouvante qu'aura subi une population malmenée par l'occupant. Mais cette année sera aussi celle d'une répression sans pareille, pour ceux osant défier l'ogre nazi, mais aussi sur des civils innocents, dépassés par l'effroi de la guerre. Mettons la lumière sur ces hommes qui ont sacrifié leur existence pour le salut de la France, faisant preuve d'un courage immense et d'une volonté infinie. La gloire se donne seulement à ceux qui l'ont toujours rêvé. L'année 1944 s'ouvre sur une once d'espoir. En effet, la population attend impatiemment le débarquement anglo-américain. Mais ce sentiment est mêlé à une inquiétude. Le souvenir de la guerre n'est pas encore refermé. Les craintes des bombardements persistent. Avant d'être l'année libératrice, celle qui verra la victoire et le retour de la démocratie, elle sera, avant tout, d'une brutalité répugnante. Nous sommes dans le territoire de Belfort. Ce petit département subit depuis plus de 3 ans les foudres de la guerre. On regrette le bon vieux temps. Et on essaye par tous les moyens de se procurer de la nourriture. Ce territoire, majoritairement industriel, connaît les pires difficultés pour le ravitaillement de sa population. Il y a d'une part une forte présence allemande, mais aussi d'énormes difficultés de ravitaillement. Les trains circulent mal, le territoire de Belfort ne peut pas se nourrir tout seul, il faut que tout ce qui est alimentation vient de l'extérieur, des départements voisins, et la vie est très chère, les difficultés sont énormes. Mais une autre préoccupation persiste. La crainte des arrestations qui se multiplient en ce début de 1944. La chasse aux terroristes s'intensifie. Les Allemands sont à l'affût des groupes résistants. Le 17 août 1943, un parachutage est organisé sur le terrain Rossini à Fousmagne. La cuillère est à côté de la tasse. La cuillère est à côté de la tasse. Mais ce parachutage aura causé l'arrestation de valeureux résistants, dont la plupart du mouvement Lorraine. Les Allemands savaient que des armes avaient été parachutées, il avait fallu les cacher, les disperser, et ils sont tombés les uns après les autres. Roger Glasson est l'un de ces résistants. Ce père de famille est arrêté lors d'une interpellation effectuée par une patrouille civile de la Feld Gendarmerie, le matin du 10 décembre. Il détenait un émetteur-récepteur et des armes. Il fut emprisonné à la prison Friedrich, jugé sommairement dans un simulacre de procès. Cet horloger belfortin refusera malgré la torture de délivrer à l'ennemi toute information. Coûte que coûte, il ne divulguera rien sur les liaisons qu'il entretenait avec René Fallas, alias Magnin. Transféré à Besançon, c'est là qu'il vivra ses dernières heures. À la veille de son supplice, Roger Glasson a pu transmettre à ses proches une lettre d'adieu. Ces mots sont poignants. Bien cher Dély, dans quelques instants, je serai fusillé. Une bonne pensée à toute la famille. Vous tous, enfants, maman, c'est atroce de ne plus vous revoir. Au revoir dans les cieux. 7 autres résistants subiront le même sort ce 27 février. Jean Sonnet en fait partie. Avant d'être fusillé, il a pu livrer un dernier message aux siens, bouleversant. Ma chère R, je t'ai écrit la semaine dernière et je t'annonçais que j'avais été jugé et te laissais comprendre que je serais fusillé. En toute conscience, je ne méritais pas ce triste sort. Garde pour toi et pour les petits mes plus tendres et dernières caresses. Jean. Ces exécutions provoqueront une violente réaction dans l'opinion publique.
Entre mars et juin, 77 arrestations sont recensées dans le département, dont une de masse, qui se produira à Giromagny. Ce bourg subira, le 18 mars, une opération de grande ampleur. La nuit même pas terminée, que des forces de police allemandes arrivent dans la ville, l'encerclent. Tout est traqué sans relâche. On piste, on fouille, cherchant le moindre fusil. Les usines sont fouillées. Cette opération conduira à l'arrestation d'une vingtaine d'hommes. Ces martyrs subiront soit la déportation, soit la condamnation à mort par le Feldkommandant Tour 560. Le 11 et 25 mai, Belfort est frappé par de violents bombardements, émanant des Alliés. Les bombardements, ils préparaient le débarquement. Évidemment, à Belfort, on ne le savait pas encore au mois de mai, hein, que le débarquement aurait lieu le 6 juin. Mais les parachutages visaient essentiellement les nœuds ferroviaires. Les lignes, et Belfort est un nœud ferroviaire très important, hein, au sud de la gare. Donc ce qui a été visé, alors ces bombardements étaient faits par les Américains, et les habitudes des Américains, c'était bombarder de très haute altitude. Donc ils ont arrosé, si je puis dire, largement sur le quartier de la gare. Et par exemple, une partie de la Pépinière a été ravagée par ce bombardement, les quartiers, les rues autour de la gare également. La bonne organisation de la défense passive permet de limiter les malheurs. Et la création du Secours national d'aider les familles victimes. 600 sont endommagés. 28 morts et 50 blessés sont à dénombrer. On quitte les quartiers pour se réfugier à la campagne. Le clan scout Guy de la Rigaudie regroupe des jeunes routiers de plus de 15 ans. Ces jeunes vont durant l'occupation maintenir leurs activités désormais interdites. En octobre 1941, le clan Guy de la Rigaudie est créé, avec une dizaine de membres fondateurs, sous l'autorité du père Pourchet, l'aumônier du groupe. Dès cette période, les jeunes scouts œuvrent à la diffusion du témoignage chrétien, un journal résistant franchissant à tout risque la ligne de démarcation. Un jour de 1943, le groupe accueillait son nouvel aumônier, un certain Pierre Dufay. Ce religieux a troqué la soutane pour l'uniforme militaire de chef départemental des forces françaises de l'intérieur. Connaissant les engagements du père Duf, c'est tout naturellement que les jeunes routiers décidèrent de s'engager dans la résistance, de se rendre utiles. Leurs activités sont multiples. Ils sont agents de liaison, révèlent les sentiers, distribuent des témoignages chrétiens. Alors que les troupes allemandes surveillent de très près tous les déplacements autour de la région de Belfort, les jeunes scouts, moins identifiables des terroristes pour cause de leur jeune âge, effectuent des liaisons entre le commandant des FFI et d'autres résistants cachés. Louis Bertrand, un des aînés du groupe, chef d'équipe, planqué aux écoles Ménan-de-Guy et Saint-Pierre-Fourier-de-Grès, bénéficie du support qu'offre alors le maire de Grès. Nommé par Vichy, il bernera les autorités pour cacher des jeunes réfractaires. Louis Bertrand reçoit une lettre provenant de Belfort, de la part du père Dufay, qui l'invite à revenir. De grands événements étant proches. Le débarquement est proche. Le 6 juin au matin, on l'annonce. C'est fait, le débarquement a commencé. La bataille suprême est engagée. Le 15 août, c'est dans le sud-est de la France que débarquent les forces alliées. Le jeudi 31 août, Louis Bertrand, ce jeune scout clandestin, se rend à Villars-sous-Danjou pour aller chercher du pain. À l'entrée du village, il est vite stoppé par une unité de la division SS, Das Reich. Arrêtés, ils sont enfermés à Montbéliard, dans les annexes de l'hôtel Bristol. Lui et René Figean, un de ses camarades, alors âgé à peine de 17 ans.
ils sont embarqués à Belfort. Et c'est ce jour que tout basculera. Embarqués dans 4 wagons à bestiaux, qui emmènent 180 hommes vers une horreur encore inconnue. Ce sera le convoi de Belfort, dit des 85 000, qui mènera à Buchenwald. C'est à cette période que, contraint par les Allemands, le gouvernement de Vichy rejoint Belfort, qui devient par l'occasion préfecture régionale. La milice de Darnand est également de passage dans la cité du Lion. On attend les Alliés, mais c'est Vichy qui arrive, dira une habitante de Giromagny. Les exactions commises par la milice se multiplient. Le registre journalier du commissariat nous informe sur les agissements des miliciens. 7 septembre. Hier, vers 14h30, des miliciens sont allés à l'intendance du ravitaillement et ont emporté environ 4000 kg de denrées alimentaires. Ils ont tiré un coup de revolver sur un employé. Ces conclusions participent à une atmosphère de plus en plus nerveuse, alors que Belfort rentre dans ses 3 derniers mois cruciaux. Besançon est libéré le 8 septembre par la première armée de Lattre de Tassigny. Mais l'armée libératrice est stoppée aux portes de Belfort, faute de ravitaillement. Les résistants ont pour ordre d'harceler. Ce contretemps permit le retour en force des Allemands, épaulés par la milice, ce qui obligera les maquisards à quitter les sommets de la Haute Planche. Ces résistants essayeront de rejoindre les troupes alliées, mais cela conduira à de nombreuses arrestations. Les FFI ils ont 3 origines. Ils n'ont pas tous été arrêtés en même temps. Il y a d'une part ceux qui, il y en a 9 qui faisaient partie des FFI, qui essayaient de fuir le front et de passer les lignes en essayant de rejoindre les troupes alliées qui n'étaient pas loin. L'armée de Lattre, on entendait le bruit du canon. Ils n'étaient pas très loin, peut-être à une petite dizaine de kilomètres. Mais il fallait franchir ce passage difficile pour aller d'un côté occupé à l'autre qui était déjà libéré. Et donc là, il y a ceux qui étaient restés avec le chef de ce groupe. Donc ces 9 ont à un moment été arrêtés à Granges-le-Bourg. Bon, ils étaient tout près du but, il leur restait 2 ou 3 kilomètres à parcourir. Donc ramenés à la prison Friedrich. À eux, on a ajouté des résistants des Taubons, enfin des hommes qui étaient pour la résistance, mais qui n'étaient pas tous FFI. Le 10 octobre 1944, à Banvillars, 27 résistants sont fusillés. Discrètement, le curé Pierre assiste à ce massacre. Il pourra en témoigner. Pierre Margot Tanner, grand jeune homme de la chapelle Souchot, s'écrie « Mon papa, ma maman, ma pauvre petite Odette !» Fusillé. Quelques jours avant, c'était à Étaubon qu'un massacre s'était déroulé. En représailles des actions des résistants locaux, les Cosaques rassemblèrent tous les hommes des 16 à 60 ans pour les emmener dans la commune voisine, pour les fusiller. Avant la libération, la répression sauvage des derniers mois. Le 14 novembre, la première armée reprend sa progression sous des conditions climatiques rudes. Pluie et neige s'enchaînent. La première armée est au port de Belfort le 19 au soir. De Lattre décide de faire repartir sa première armée pour libérer ce passage capital de Montbéliard et Belfort surtout, afin de se diriger vers le Rhin, l'Alsace et l'Allemagne. Donc les troupes repartent de l'avant le 14 novembre et on voit bien progressivement comment d'abord Héricourt le 17, Montbéliard également sont libérés afin que les forces se dirigent vers Belfort. À Belfort, les troupes arrivent à proximité de Belfort dans la nuit du 19 au 20 novembre et s'installent brièvement sur la colline du Salbert qui domine Belfort. De là, il est prévu d'entrer dans la ville. Alors, la progression dans Belfort se fera après une bonne demi-journée de difficultés due aux tranchées creusées par les Allemands qui gênent
vraiment beaucoup la progression de ces chars. Finalement, dans l'après-midi du 20 novembre, les chars arrivent à entrer dans Belfort et petit à petit à progresser dans le centre-ville. Le 25 décembre, Belfort est définitivement libéré. Malgré cela, seulement 5 mois plus tard, les camps dont on ignore tout ou presque sont libérés. 575 seront déportés à Belfort, seulement 328 en reviendront vivants, avec de terribles séquelles. Une délégation belfortaine se rendra à Dachau pour rapatrier ces déportés. Cette guerre, d'une brutalité sans pareille dans tous ses aspects, se termine définitivement en cette année 1945. Mais plus de 70 ans après, son souvenir n'est pas refermé. Chacun à notre niveau, devons porter haut les valeurs de la mémoire collective.